Bonjour à toutes et à tous, je me présente Bertrand Hydremont, je suis vétérinaire, actuellement consultant dans le domaine de la nutrition et de la santé des animaux d'élevage. Après une longue expérience dans le domaine de l'alimentation du bétail et également du médicament vétérinaire. Et je suis par ailleurs membre titulaire de l'Académie vétérinaire de France, section sciences cliniques. Je voudrais, avant de commencer, remercier chaleureusement MSD Santé Animale de me donner l'opportunité de parler d'une famille de virus qui est d'actualité, les coronavirus, pour l'espèce bovine. Alors, mon exposé sera en deux parties. Dans la première partie, on dira assez longuement d'ailleurs des éléments sur le coronavirus des bovins. Alors, sous l'angle virologique, pathogénique, immunologique, sous l'angle également du franchissement de barrières d'espèces. Puis on commencera à parler vraiment des pathologies avec les coronavirus respiratoires et notamment la pneumonie du veau. Alors, d'abord, le coronavirus des bovins. Alors, on va un peu reprendre quelques éléments de classification et puis des propriétés. Alors, comme vous le savez, les coronaviridae sont une famille dans laquelle on a la sous-famille des coronavirinés. Et au niveau des genres, il y a 4 genres de coronavirus. Et ce qui nous concernera aujourd'hui, ce sont les bêta-coronavirus. Alors, ce sont des virus, comme vous le savez, donc à ARN, des gros virus enveloppés, hérissés de spicules, les fameuses, la couronne de spicules protéine S, spicule ou spike. Et au niveau des protéines structurales, on en rencontre 4, voire 5. La cinquième étant uniquement chez certains bêta-coronavirus, la protéine hémagglutine estérase, qui intervient dans l'infectivité des virus, et bien sûr la protéine S, alors qui est commune à tous les coronavirus, donc vous savez, qui est un trimère qui se lie au moment de l'infection à la cellule, sur la cellule hôte, et le fameux récepteur ACE2 qui existe dans divers organes. Au niveau des bovins, ça sera essentiellement le poumon et l'intestin. Alors, pour continuer donc sur ces bêta-coronavirus, une classification qui a été refaite il y a quelques années, donc a classifié en sous-genres ces bêta-coronavirus. Et le bêta-coronavirus bovin, que vous voyez en haut, donc fait partie des embécovirus. Donc on l'appelle aussi en abrégé le BCOV, BCOV, donc pour coronavirus bovin. Il y a d'autres coronavirus animaux dans cette catégorie, notamment porcin, un virus porcin, celui de l'encéphalomyélite hémagglutinante ou du lapin, et quelques coronavirus humains qui sont responsables de rhume banal, comme le OC43, qui est également un embécovirus. Pour votre information, j'ai également mis sur ce schéma les sarbécovirus, puisqu'on retrouve les deux virus dont on parle beaucoup depuis les débuts des années 2000, les SARS-CoV, c'est-à-dire le SARS-CoV responsable du SRAS et le SARS-CoV-2, donc responsable de la COVID-19. Alors, au niveau détaillé un petit peu plus, on retrouve sur cette classification qui en anglais me retrouve bien sûr les bovins, mais il faut savoir, je fais une petite intrusion chez les petits ruminants, que chez les petits ruminants, il n'y a pas de bêta-coronavirus spécifique. Ce sont des bêta-coronavirus-like, comme on dit, donc apparentés au bêta-coronavirus. Sans doute qu'au démarrage, les moutons et les chèvres ont été contaminés par un bêta-coronavirus bovin. Alors, au départ, sur ce coronavirus bovin, on pensait, et les auteurs pensaient qu'on avait deux virus différents en fonction du tropisme du virus, soit un virus entérique, le BECV, soit un virus respiratoire, le BRCV. Bon, ceci dit, déjà depuis quelques années, il y a un consensus scientifique sur le fait qu'on a un seul sérotype de bêta-coronavirus bovin,
hein, même si au sein de ce sérotype, il y a des clades qui sont en fait des classifications d'ordre phylogénique permettant de diviser les souches en clades, voyez, ou en sous-clades. La variabilité de ces souches étant essentiellement due à la protéine S. Alors, à quoi est due, malgré tout sur le terrain, on verra, il y a des variabilités au niveau des souches de coronavirus bovin. À quoi est liée cette variabilité? Alors, on a pu penser que il y avait une différence entre les souches qui infectaient les ruminants domestiques, comme les bovins domestiques, ou bien les ruminants sauvages. Alors, certaines études relativement qui datent de quelques années, en fait, aussi bien Asie, Afrique qu'en Amérique du Nord, sur certaines espèces que vous voyez ici, ont montré qu'on trouvait une très forte identité nucléotidique entre les souches de bovins domestiques et des souches BCOV-like, donc d'espèces de ruminants sauvages. On s'est ensuite dit c'est en fonction de l'origine, c'est-à-dire que les souches digestives sont très différentes des souches respiratoires et on peut donc les distinguer, ce qui n'a pas été démontré sur un certain nombre d'études en fait, qui ont suivi des souches de bêta-coronavirus, parfois dans les mêmes élevages, c'était qu'en Amérique du Nord, à la fois responsables de diarrhée néonatale, ou alors, comme vous le voyez donc sur cette slide, de winter dysentery, on y reviendra dans la seconde partie, d'entérite hémorragique hivernale des vaches adultes. Donc il semblait qu'il y avait une très forte identité nucléotidique entre ces souches. Donc, d'où vient cette variabilité? Alors d'abord, il y a une question d'ancienneté, c'est-à-dire que les scientifiques qui ont suivi l'évolution des souches par rapport à la première souche isolée par Mébus en Amérique du Nord, qui date, vous voyez, de 72, on a montré que les souches récentes étaient quand même différentes au niveau génomique, une certaine différence par rapport à cette souche, je dirais, d'origine. Également, alors des études plus récentes ont montré qu'on avait deux types en fonction de l'origine géographique. Le type européen, donc on avait des souches européennes avec 11 génotypes, et de l'autre côté, des souches américaines, alors auxquelles on peut lier aussi des souches asiatiques, du sud-est asiatique, 3 génotypes. En fait, selon ces auteurs, sans doute la divergence a eu lieu dans les années 60 à 70. Alors, ce qu'on observe sur le terrain, c'est l'observation de spécialistes, d'auteurs, c'est que de souches plutôt à tropisme digestif, au départ, on a évolué vers des souches qui ont une tendance à avoir un tropisme mixte, c'est-à-dire à la fois digestif et respiratoire. Alors, virus enveloppé, moins résistant qu'un autre virus que vous connaissez bien en bovin, et notamment des néonatales qui sont les rotavirus, sensible aux savons, détergents, solvants lipidiques, formoles et désinfectants. Là, on retrouve les mêmes caractéristiques que le SARS-CoV-2, on en parle beaucoup en ce moment. Destruction du coronavirus bovin après une exposition d'1 heure à 50 degrés. Il est sensible également aux agents oxydants et au rayonnement UV. Et puis, il resterait infectieux pendant 3 jours. Donc, quelques études l'ont montré sur le sol ou bien dans les fesses et litières. Alors, il se réplique aussi évidemment dans les cellules épithéliales et au niveau du bovin, c'est surtout au niveau du tractus respiratoire et du tractus digestif, notamment intestin grêle et côlon. Alors, on va parler un petit peu plus de pathogénie et d'immunité. Alors, la pathogénie, on peut faire un parallèle avec l'actualité de SARS-CoV-2. On retrouve notre coronavirus bovin, je fais le parallèle avec le SARS-CoV-2 volontairement, et vous voyez que par sa spicule protéine spike, il se fixe sur les récepteurs angiotensin converting enzyme 2, ACE2, sur des cellules qui sont dans le cas des bovins, des cellules pulmonaires, pneumocytes, ou des entérocytes au niveau digestif. Alors, sur l'immunité, quelques notions d'immunité qui ne sont pas forcément très courantes, souvent étudiées au moins au niveau respiratoire chez les bovins,
puisqu'il y a beaucoup plus de connaissances au niveau digestif. Je fais référence ici à deux études. La première étude que vous voyez qui est assez récente, faite dans un contexte nord-américain sur des élevages allaitants. Ils ont suivi des veaux jusqu'au sevrage qui étaient infectés par du coronavirus bovin respiratoire essentiellement et qui déclenchaient des troubles entre 74 et 141 jours. Ils ont fait un suivi notamment d'anticorps. Alors au départ, sans distinction possible d'anticorps passifs et actifs. Passifs sans doute au début, dans les premières semaines, et puis actifs ensuite. Et ils n'avaient pas prouvé dans ce cas-là de lien entre les niveaux d'anticorps contre le coronavirus bovin chez ces animaux et l'incidence des troubles respiratoires ou bien également l'excrétion virale de coronavirus bovin. Alors, ce qui a été mesuré, c'est uniquement l'immunité humorale. On sait, on y reviendra, que l'immunité cellulaire aussi, également l'immunité humorale locale, les IgA, peuvent avoir un rôle dans la protection. Alors, j'ai remis une étude de l'université de la faculté de Gand, de Bart Pardon et collaborateurs, qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'ils ont fait des suivis de veaux de boucherie longitudinaux, donc de l'arrivée jusqu'aux premières semaines, 3 semaines après l'entrée. C'est les 3 semaines où il y a de la pathologie respiratoire. Et ils ont montré que des veaux arrivant sans anticorps contre le coronavirus bovin étaient plus sensibles à déclencher des troubles respiratoires donc dans les 18 jours. Ce qui montre aussi quand même que là, il y aurait un rôle éventuel d'une certaine immunité contre le coronavirus bovin chez ces veaux avant la période d'engraissement. Alors, au niveau digestif, l'immunité a été beaucoup plus étudiée, puisque on connaît aussi bien au niveau de l'immunité naturelle qu'après ce qui est vaccinal, on y reviendra. Même si elle a été moins étudiée que chez les rotavirus, peut-être, on sait, maintenant il y a un consensus que l'immunité passive est importante, notamment pour protéger le veau. C'est-à-dire que si la vache a une immunité, eh bien, ça permet de protéger le veau. Des études ont montré une corrélation entre cette qualité d'immunité passive, le lien avec des forts titres, notamment en IgG1 dans le colostrum et le lait. Les IgG étant actifs aussi chez les bovins, semble-t-il, contre la protéine S du coronavirus bovin. Alors, sur certaines études, l'enrichissement aussi par de l'immunisation naturelle, du coronavirus bovin sauvage, permet aussi d'enrichir le sérum des vaches et d'avoir une certaine derrière transmission possible au veau. Alors chez le veau, on sait aussi qu'il peut y avoir une certaine interférence entre immunité passive reçue de la mère et l'immunité active. Alors, un petit cas particulier, qui est le dernier point que je souligne, on reviendra dans la deuxième partie sur la winter dysentery, l'entérite hémorragique hivernale. Les études faites dans les élevages qui sont infectés montrent que se met en place une immunité de troupeau. Alors là, c'est un peu particulier, qui est massive et prolongée, qui peut durer 3 à 5 ans. D'où aussi le questionnement sur cette pathologie d'utiliser des vaccins, puisqu'on a une immunité finalement naturelle qui persiste de manière relativement longue. Alors, vous connaissez tout ça au niveau notamment du statut immunitaire du veau et des facteurs de variation, puisque on peut l'étendre aux diarrhées néonatales, tout ce qui concerne la qualité et la quantité du colostrum, l'impact des dystocies, les conditions météo, l'impact aussi de management, de conduite d'élevage, de surdensité, de manipulation excessive, de problèmes de ventilation, de qualité de litière, de nettoyage des infections, nécessité d'infirmerie, d'isolement des veaux malades, et puis les mélanges de veaux de différents âges qui sont évidemment des facteurs de risque. Alors, je me suis posé la question, parce qu'on en parle aussi dans notre contexte pandémique actuel chez l'homme, sur l'immunité croisée. Est-ce qu'on peut avoir une immunité croisée entre souches, alors ça soit entre certaines souches clades ou sous-clades de souches, et entre des souches plutôt digestives, entraînant des troubles digestifs, ou bien respiratoires? Eh bien là, il y a du pour et il y a du contre. Donc je vous ai mis quelques éléments
de discussions reposant sur des publications, hein, donc sur stade immunocroisé. Alors d'abord, il faut dire que c'est vrai que on a un seul sérotype de coronavirus bovin, hein, donc il y a une certaine quand même je dirais, homogénie de ce coronavirus. Hein. Également l'évolution du tropisme. Hein. On sait, il y a eu des études faites que certaines souches ont évolué de problèmes digestifs vers plutôt des problèmes à la fois digestifs et respiratoires, parfois dans le même contexte, dans les mêmes élevages. Hein. Une étude qui a une vingtaine d'années, mais que je trouvais intéressante, où également des souches responsables de diarrhée néonatale ont pu également être responsables de problèmes chez les vaches adultes, hein, de winter dysentery. Et enfin, une étude de Shaw, nord-américaine, qui date aussi de 20 ans, mais sur laquelle ils ont immunisé les veaux avec des isolats digestifs, un tropisme digestif de coronavirus bovin, ou bien respiratoire. Et après, ils ont challengé avec les trois types de souches. Hein. Ils ont observé ça se croisait bien, c'est-à-dire que des veaux immunisés par des souches de tropisme digestif, quand ils étaient challengés par des souches respiratoires, avaient un certain degré de protection. Également, en Amérique du Nord, hein, certains essais de vaccination, particulières, hein, ça n'existe pas, on n'a pas ça en Europe, mais des vaccinations par voie intranasale contre des souches entériques ont pu permettre sur les veaux de diminuer ultérieurement les traitements contre les pathologies respiratoires. Donc certains éléments vont dans ce sens-là. Alors après, il y a des éléments qui ne vont pas, qui sont un peu plus dubitatifs sur cette immunité croisée. Hein, certaines analyses générales, hein, montrant qu'il n'y a pas de protection croisée entre différents coronavirus, y compris au sein de même espèce, qu'il y a quand même une certaine différence génomique, hein, phylogénique entre des souches au sein des mêmes clades, hein, qu'il y a des clades plutôt entériques et des clades respiratoires, y compris au niveau des sous-clades. Et puis j'ai repris au final, hein, vous le voyez, le dernier